Bonjour à tous, bonjour José. Bonjour Malika. Bienvenue dans 1, 2, 3 Santé, votre magazine hebdomadaire. Nous abordons aujourd'hui un problème qui touche 8% de la population, le diabète, une maladie grave qui, si elle n'est pas soignée, peut avoir d'importantes complications. Le diabète, c'est donc l'augmentation permanente du taux de sucre dans l'organisme. Celui-ci va agir comme un vrai toxique qui progressivement va abîmer tous les organes du corps. Allez, on passe tout de suite à la question du jour. Peut-on être diabétique sans le savoir? Et notre invité est le docteur Fritzline Velayoudon. Bonjour docteur. Bonjour Malika, bonjour docteur Periana. Bonjour. Alors vous êtes chef de service en diabétologie au CHU de Pointe-à-Pitre, également maître de conférence à l'Université des Antilles. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir le diabète? Le diabète est une maladie chronique qui se traduit finalement par une augmentation du taux de sucre dans le sang de façon chronique, et donc pas de façon aiguë. Et c'est une maladie qui a une définition biologique. Donc le malade va faire une prise de sang, ou le sujet normal va faire une prise de sang au laboratoire, à jeun, et la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre mesuré dans le sang, sera supérieur à 1,26 g à 2 reprises. Donc quand on a un taux de sucre supérieur à 1,26 g dans le sang, on est diabétique. Et c'est lié à un mauvais fonctionnement du pancréas? Alors, ce n'est pas tout à fait ça, puisqu'il y a plusieurs types de diabète. Quand on mange en général, ou quand on boit quelque chose de sucré, le sucre, il va augmenter dans le sang. Et bien évidemment, tous nos organes ont besoin d'énergie, de carburant. Et ce taux de sucre, il faut aussi le réguler. Grâce au pancréas, qui est un organe dans l'abdomen, on va produire de l'insuline, qui est une hormone qui va réguler ce taux de sucre pour qu'il puisse être dans des niveaux normaux. Chez la personne diabétique, soit l'insuline n'est pas sécrétée de façon suffisante, en quantité, soit l'insuline n'est pas suffisamment active. Il y a une résistance à l'action de l'insuline. Il y a donc deux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Quels sont les principaux signes de ces deux maladies ou de cette seule maladie? Ce qui est important de savoir, c'est que le diabète le plus fréquent, c'est le diabète de type 2. C'est le diabète gras, le diabète qu'on trouve chez la personne en surpoids ou la personne obèse. Et c'est un diabète qui apparaît et qui évolue progressivement et lentement, sans signe clinique. Alors que le diabète de type 1, qui est le premier type de diabète découvert, est un diabète qui est dû à une destruction des cellules du pancréas. Et ce diabète se traduit par l'absence complète d'insuline. Donc l'apparition des signes est plutôt brutale, avec des tableaux qui conduisent parfois aux urgences. Le coma diabétique. Et le coma diabétique qu'on peut effectivement avoir dans la complication immédiate de ce type de diabète. C'est ce diabète de type 1 qu'on voit plutôt chez les enfants, alors que le diabète de type 2, on dit toujours, c'est la personne âgée à partir de la quarantaine. C'est le diabète de la maturité, le diabète de type 2, et le diabète de type 1 concerne plutôt l'enfant et l'adolescent. Tout à fait. Le type 2, c'est quoi? C'est 90% de la population des diabétiques? C'est 90% à peu près de l'ensemble des diabétiques. On entend souvent dans la population des gens dire j'ai un petit diabète, je fais un petit peu de sucre, mais c'est pas bien méchant, je prends juste une tisane. Qu'en pensez-vous? Alors, le diabète, quand il existe, il est là. On est diabétique ou on ne l'est pas. Quand on parle de petit diabète ou de diabète débutant, c'est que le taux de sucre n'est pas très élevé. Mais la maladie est déjà là. La maladie est déjà présente. Ce qu'il faut savoir, puisque vous me demandiez les signes cliniques, c'est que entre 1,26 g et 1,80 g, on ne le ressent pas. On n'a aucun signe clinique. Parce que le rein, qui, je vous rappelle, nous permet de réguler tous les déchets de l'organisme, va nous permettre d'éliminer l'excès de sucre, on va pouvoir l'utiliser, mais au-delà d'1,80 g, le sucre, il est éliminé en excès dans l'urine, donc on fait beaucoup pipi. On se réveille la nuit pour faire pipi. Et comme quand on fait pipi, on perd de l'eau, on a très soif, et donc on boit beaucoup. Et donc les premiers signes sont ceux-là. Donc il compense. On compense, mais on compense à 1,80 g. Ça veut dire qu'on est déjà à un seuil très élevé de taux de sucre dans le sang. Et les premiers dégâts commencent à apparaître si on ne met pas en place un traitement.
Exactement, puisque les premiers dégâts qui sont des complications des petits vaisseaux apparaissent dès le taux de sucre de 1,26 g. Alors aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent de mieux détecter ces complications. Exemple tout de suite avec la rétinographie et le neurometteur. La rétinographie est un examen simple, indolore, utile et sûr. De plus, il requiert uniquement l'application d'un collyre afin de dilater la pupille. Alors, la rétinographie, c'est tout simplement une photographie du fond d'œil à très fort grossissement et qui permet une analyse très fine de la rétine, qui est un des organes les plus touchés lorsque le diabète est très ancien et mal équilibré. Donc ici, nous avons une rétinopathie de gravité moyenne où on peut distinguer des malformations des petits vaisseaux de la rétine qu'on appelle des microanévrismes. On peut apercevoir également des hémorragies prérétiniennes ainsi que des phénomènes exsudatifs ici en bas de la photo. Alors, c'est une simple photographie. Mais cette photographie nous permet, nous, médecins ophtalmologistes, de quantifier de façon très précise et d'avoir une idée très claire du degré de la rétinopathie. Ensuite, effectivement, plusieurs autres examens complémentaires peuvent être nécessaires, mais le simple fait de regarder le fond d'œil, soit directement, soit avec un rétinographe, est déjà d'un gros apport dans le traitement, la surveillance et le suivi des patients diabétiques. La neuropathie diabétique, atteinte des nerfs, est une pathologie ignorée du patient diabétique car souvent silencieuse. C'est l'une des plus fréquentes complications chroniques du diabète, entraînant d'autres complications. Alors, le neurometteur, c'est cet appareil que vous voyez, donc, qui permet en fait de dépister la neuropathie diabétique ou d'autres affections neurologiques qui atteignent surtout les fibres nerveuses sensitives. Avec cet appareil, ce qu'on peut faire, c'est en fait on va tester des fibres nerveuses. On va les tester comment? On va les tester en envoyant des fréquences, enfin, comme si c'était une impulsion électrique, et que le patient va essayer de percevoir et d'avoir quel est le seuil de perception de cet influx nerveux. Et on va tester plusieurs fibres nerveuses. Le bénéfice, c'est de pouvoir justement dépister cette neuropathie assez tôt pour pouvoir éviter donc l'aggravation vers une hypoesthésie plus grave. Nous allons placer des électrodes au niveau du gros orteil. Vous allez me dire pourquoi le gros orteil? Parce que c'est le siège où la probabilité est la plus grande pour qu'il soit atteint. Et là, la neuropathie débute effectivement au niveau du gros orteil. Chez le diabétique, quand il existe une atteinte des fibres nerveuses, il va y avoir des problèmes au niveau de la perception. Ça veut dire qu'il ne va pas sentir, quand il va marcher par exemple, il ne va pas sentir également le chaud ni le froid. Si le patient est atteint d'une neuropathie, en fait, il va avoir un seuil de perception qui sera anormalement élevé. Parce qu'il y a un seuil normal qui est déterminé, qui a une valeur qui est de 6 à 12. S'il est au-delà de 12, alors on va considérer qu'il a une hypoesthésie. Et ça, c'est un stade plus ou moins avancé de la neuropathie diabétique. Si le patient a un seuil de perception qui est anormalement bas, par exemple entre 1 et 5, on va considérer qu'il présente une hyperesthésie. Et c'est ce stade-là qui est un stade de début de la neuropathie et qui peut être réversible en traitant le patient, surtout en équilibrant son diabète. Vraiment, le cadre le plus grave, c'est quand il y a une anesthésie totale, ça veut dire que ces fibres nerveuses sont totalement atteintes. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé. Docteur Belayoudon, à quoi sont liées les complications du diabète? Les complications du diabète, elles sont de plusieurs types. Vous avez des complications sur les petits vaisseaux, comme on vient de voir dans le reportage, et vous avez aussi des complications sur des gros vaisseaux, mais vous avez aussi d'autres complications. Donc, ce sont des complications globalement qui sont chroniques et qui apparaissent avec la durée du diabète. Plus le diabète évolue depuis longtemps, et plus vous avez un risque d'avoir des complications chroniques. Plus le diabète est mal équilibré, et plus vous avez un risque d'avoir des complications chroniques.
Il y a aussi des complications aiguës, celles qui peuvent apparaître à n'importe quel moment, qui sont des complications qui touchent le diabète de type 1 comme le diabète de type 2. La complication la plus fréquente étant l'hypoglycémie. C'est-à-dire le manque de sucre, brutalement. Exactement. L'hypoglycémie, c'est quand le taux de sucre dans le sang va baisser en dessous d'un seuil qui est bien défini, qui est de 0,70 g et qui va entraîner des signes cliniques chez le patient. Il aura la tête qui tourne, il aura très faim, il aura des tremblements, des sueurs, puisque comme nous avons d'autres hormones qui vont essayer de réguler ce taux de sucre, ces hormones, elles entraînent des signes cliniques. Il faut faire attention parce qu'un diabète qui évolue depuis très longtemps, parfois les hypoglycémies ne sont pas ressenties par le patient. Pourtant, une hypoglycémie peut aller jusqu'à un coma. L'hypoglycémie, quand elle arrive brutalement et quand il n'y a pas de symptômes, c'est-à-dire de signes qui montrent que l'hypoglycémie est en train d'apparaître, elle peut se traduire, oui, par un coma, c'est-à-dire qu'une perte de connaissance avec des troubles de la vigilance. Et c'est une hypoglycémie qu'on dit grave ou sévère. Alors justement, dans la lutte contre ces hypoglycémies, il faut corriger ce manque de sucre, apporter du sucre, mais pas n'importe comment. C'est ça, il faut apprendre à se resucrer. Il faut savoir que l'hypoglycémie, on doit absolument confirmer qu'il s'agit d'une hypoglycémie chaque fois que c'est possible, par un contrôle de la glycémie au bout du doigt, la glycémie capillaire. Donc il y a des petits appareils qu'on utilise pour ça, voilà. Et l'hypoglycémie, quand elle est confirmée ou quand le patient connaît ces signes, il va se resucrer. Le resucrage doit comprendre la prise de sucre rapide. Le sucre rapide, c'est tout ce qui est sucré dans la bouche. Donc 3 morceaux de sucre, c'est 15 grammes de sucre. Vous pouvez aussi vous resucrer avec une petite cuillère à café de confiture. Ça peut être un petit verre de jus de fruits. Donc le resucrage par sucre rapide, il doit être immédiat, quand le patient peut avaler. Quand le patient est inconscient, la famille doit aussi apprendre à resucrer la personne qui est inconsciente. Et donc il faut avoir à domicile un peu de glucagon, c'est une hormone qu'on va injecter qui va faire remonter le taux de sucre dans le sang. C'est important aussi de préciser que le sucre qui doit être pris, c'est aussi du sucre lent quand on est à distance d'un repas. Puisque l'hypoglycémie, quand elle survient, on va resucrer tout de suite. Mais la cause de l'hypoglycémie, si elle n'est pas traitée, l'hypoglycémie, elle peut revenir. Et donc, il faut aussi prendre un sucre lent pour éviter que l'hypoglycémie revienne dans l'heure qui vient. Maintenir durablement le taux de sucre. Exactement. Docteur Velayoudon, restez avec nous. Dans quelques instants, nous verrons quelles sont les autres complications du diabète. À tout de suite. Vous regardez 1, 2, 3 Santé, une émission aujourd'hui dédiée au diabète et ses complications. Docteur Velayoudon, on a tout à l'heure parlé des complications sur les petits vaisseaux, mais il y en a également sur les gros vaisseaux. Oui, il y en a aussi sur les gros vaisseaux comme les artères qui vont apporter le sang au cerveau, donc les carotines, les artères qui vascularisent le cœur, les coronaires, et les artères qui vascularisent nos jambes, nos pieds. Donc tous ces gros vaisseaux avec un diabète qui est mal équilibré, qui évolue depuis longtemps, peuvent avoir une paroi qui s'altère à cause de cet excès de sucre dans le sang. Et là, on est sur des complications vitales. Ce sont des complications qui engagent le pronostic des patients parce qu'on peut mourir d'un infarctus, on peut faire un AVC massif au niveau cérébral, alors que l'atteinte des petits vaisseaux, au niveau de l'œil par exemple, on est plus dans du fonctionnel puisque le risque c'est la cécité. Ce qui est important de savoir quand même, c'est que chez quelqu'un chez qui vous diagnostiquez un diabète, il y a déjà 20% d'entre eux qui ont une atteinte des yeux et pratiquement 10% qui ont une atteinte des nerfs. Donc ça veut dire qu'on a un retard diagnostique énorme quand on fait un diagnostic de diabète. Il y a le problème de l'impuissance masculine également. Oui, l'impuissance chez l'homme en particulier peut être liée à une atteinte des artères de la verge, puisque pour qu'il y ait une érection, il faut que l'apport de sang au niveau de la verge soit correct, avec des vaisseaux de bonne qualité. Et si ces vaisseaux sont altérés par un diabète mal équilibré ou un diabète passé inaperçu, on peut avoir un apport qui est diminué et donc une érection qui se fait moins bien. Et
On dira que dans 20 à 30% des hommes qui viennent consulter pour un problème d'érection, souvent c'est dû à un diabète. Et vous parliez de l'atteinte des vaisseaux des membres inférieurs. Oui, parce qu'on fait un peu comme pour l'artère au niveau de la verge chez l'homme, les parois des artères qui amènent le sang au pied sont altérées, puisqu'on disait au début que le sucre était un toxique. Il va modifier la paroi des artères qui va finalement, voilà, c'est la plaque d'athérome, c'est de la graisse qui se met dans la paroi, qui finit par collaber, par boucher la paroi et le sang ne passe plus. Et donc, il suffit qu'on ait une petite plaie au niveau du pied. L'apport de sang, c'est ce qui nous amène de l'oxygène. Et pour guérir le pied, il faut qu'on ait suffisamment de sang. Si les artères sont bouchées, on peut avoir des dégâts et aller jusqu'à l'amputation. Alors, le pied du patient diabétique peut donc faire l'objet de graves complications, pouvant parfois aller jusqu'à l'amputation. Pourtant, avec des soins appropriés, 80% d'entre elles pourraient être évitées. Le docteur Pauline Kangambega, endocrinologue diabétologue, nous explique comment. Reportage. Les complications podologiques sont fréquentes chez le diabétique, entraînant parfois des lésions graves, pouvant même, dans les cas les plus sévères, conduire à des amputations. Tous les experts s'accordent pour affirmer que le nombre d'amputations peut être diminué en informant davantage les personnes diabétiques et en dépistant les personnes à risque. L'unité de prise en charge du pied diabétique du CHU de Pointe-à-Pitre a été mise en place il y a à peu près une dizaine d'années. Et en fait, cette démarche était sous-tendue par une volonté, celle de répondre à des recommandations nationales et internationales. On avait fait le constat que dans notre population, les personnes amputées, c'est une complication effectivement du pied diabétique, ces personnes amputées avaient été un peu plus jeunes que celles qu'on voyait en France métropolitaine. Donc l'idée pour nous, c'était d'essayer de mettre en place toutes les mesures de prévention, de prise en charge pertinentes, de façon à contrer finalement ce phénomène qui est quand même quelque part dramatique. Aujourd'hui, on sait parfaitement que ces lésions relèvent de plusieurs mécanismes, des mécanismes qui sont en général intriqués. D'abord, ce qu'on appelle la neuropathie, qui est une atteinte des nerfs périphériques, des nerfs qui sont au niveau des membres inférieurs. Et la conséquence de cette neuropathie, complication du diabète, c'est que les personnes ont tendance à avoir certes des douleurs, des fourmillements, des petites sensations de courant électrique dans le pied, mais ils ont surtout une perte de sensibilité. Et cette perte de sensibilité fait la gravité de la complication, puisque s'ils ont un corps étranger dans la chaussure, s'ils marchent sur une punaise ou sur un élément qui peut être traumatisant, ils peuvent effectivement avoir une lésion. La deuxième pathologie qui est concernée par cette complication du pied diabétique, c'est l'artériopathie. C'est-à-dire que les artères sont moins efficaces, elles sont souvent rétrécies, sténosées, le sang circule mal, irrigue mal le pied, et quand il y a une lésion, ça peut entraîner une gangrène. Et tout ça est quelquefois aggravé par l'infection. Donc ces trois éléments, mis ensemble, peuvent être extrêmement délétères et entraîner des complications, des plaies, des ulcérations qui peuvent être difficiles à cicatriser, très difficiles à cicatriser, avec trop souvent, malheureusement, comme conséquence des amputations. Et l'amputation chez les diabétiques, c'est quand même, j'allais dire, quelque chose de difficile à gérer sur le plan psychologique, sur le plan social, et ça a un coût extrêmement important. Le coût étant certainement économique, mais il est aussi, comme je le disais, psychosocial et psychologique. Quand on a une insensibilité au niveau des pieds, toujours contrôler ses chaussures avant de les mettre, pour enlever un corps étranger s'il existe un. Savoir surtout bien se laver les pieds régulièrement, bien les sécher entre les orteils, parce que chez le diabétique, le risque de faire une mycose, c'est-à-dire un champignon entre les orteils, est relativement fréquent. C'est aussi savoir éviter de couper ses ongles avec des ciseaux à bout pointu, parce que ça, c'est un côté extrêmement traumatique. Ce sont tous ces éléments-là qui font que... Et puis, lorsqu'on n'est pas capable de regarder régulièrement la plante des pieds, pour voir s'il n'y a pas justement ces durillons qui peuvent peut-être après être l'élément de départ d'une lésion, d'une ulcération. Et à ce moment-là, savoir, quand on ne peut pas regarder la plante des pieds, prendre un miroir pour le faire ou demander à quelqu'un de la famille de le faire. Mais tous ces gestes-là, qui sont des gestes qui peuvent paraître très très simples, sont extrêmement, je veux dire, apportent un intérêt. Ils sont très rentables parce qu'ils permettent d'éviter des catastrophes en général. Et puis, l'autre élément important, c'est de savoir où s'orienter lorsqu'on a une petite lésion. Aller voir son médecin tout simplement ou son infirmière, mais pouvoir effectivement très rapidement réagir pour éviter que ça ne se dégrade.
Parce qu'une lésion chez le diabétique, lorsqu'elle s'infecte, sur un pied par exemple neuropathique ou un pied artériel, lorsqu'elle s'ajoute à ça l'infection, parce qu'on a bricolé, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on a traîné avec le pied, on a marché pieds nus, et qu'on s'est infecté par exemple, eh ben, la catastrophe est réelle après. Donc je crois que ces éléments-là, ce sont des gestes qui sauvent. Tout ce que j'ai cité tout à l'heure, plus le réflexe d'aller chez le médecin ou chez l'infirmière ou dans un centre de référence qui prend en charge le pied diabétique, ce sont des gestes qui sauvent et qui empêchent ou qui diminuent la prévalence des amputations dans une région, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Le diabète s'est déclenché en moi durant ma grossesse en 1999. Et ça n'a pas été suivi. Et c'est après quelques années, j'ai eu un problème du pied. J'étais voir les médecins qui m'ont fait faire un contrôle de sang. Et c'est à ce moment qu'ils ont trouvé que j'avais un taux trop élevé. Alors là, ils m'ont dit que je suis diabétique. Les complications du pied sont arrivées à partir de 2002. Pour le pied gauche, par une piqûre d'oursin à la méo. Et en 2004, le pied droit a commencé par une boule en dessous le pied. Et c'est à ce moment-là, le pied droit a commencé à se déformer. Et qu'on m'a dit, que les médecins m'ont dit que j'ai un pied de Charcot. Quand j'ai été les voir, ils m'ont demandé à faire une radio du pied. Et c'est à ce moment, ils ont vu que tous les phalanges, les os du pied, étaient déjà relâchés et reconstitués en blocs comme du ciment. Je dis aussi, il y a beaucoup de patients, de personnes qui sont diabétiques qui ne le savent pas. Ils ont peur de se faire dépister. Et c'est quand ils ont des complications qu'ils vont voir les médecins. Mais c'est déjà trop tard. Il ne faut pas avoir peur, il faut aller se faire se dépister. Juste une petite piqûre, ça fait pas mal. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a un diabète, il faut avoir une hygiène irréprochable. On l'a vu, une hygiène des pieds, une hygiène des mains, docteur Velayudon, mais également une hygiène de la bouche. Il faut avoir une hygiène corporelle globale, ouais. Mais c'est vrai qu'un peu plus, on va dire de façon un petit peu plus régulière, vérifier tous les jours l'état des pieds, ne pas hésiter à passer la main dans les chaussures, surtout quand on a un début de neuropathie, c'est-à-dire qu'on ne sent pas très bien, on a une perte de la sensibilité du pied. On ne va pas se rendre compte s'il y a un caillou dans voilà, la chaussure. Exactement. Donc mettre la main dans la chaussure, bien essuyer entre les orteils après avoir pris sa douche. Bien tailler les ongles. Bien tailler les ongles. L'état buccal, en fait, l'état des dents, il est très important. Peut-être qu'on n'insiste pas assez sur la consultation chez le dentiste, qui doit être régulière pour vérifier l'absence d'infection au niveau des dents, mais aussi au niveau des gencives, l'état des gencives. Tout ça, c'est important. Donc un patient diabétique en plus de type 2 est souvent un patient qui est en surpoids ou obèse, avec ce problème d'accès aux pieds chez les personnes obèses, ou aux plis, c'est-à-dire que dans les plis qui sont les plis sous les seins ou les plis au niveau des cuisses, sous le ventre, c'est souvent difficile d'avoir accès à ces parties-là. Il faut penser à bien essuyer, parce qu'ici il fait chaud, on transpire beaucoup, et donc il y a un risque d'infection de la peau. C'est des champignons qui est plus important que chez quelqu'un de non diabétique. Sans compter que l'infection elle-même peut aggraver aussi le diabète. L'infection peut déséquilibrer le diabète. Et c'est justement pour ça que quand on a un diabète qui est équilibré et qui d'un coup se déséquilibre, les premières choses à faire, c'est de rechercher l'infection. Toute infection peut déséquilibrer un diabète, que ce soit une infection dans les urines, dans le pipi, que ce soit une infection de la peau. Quelle que soit l'infection, peut déséquilibrer son diabète. Mais malgré ce suivi régulier, quand on rentre dans les complications, si les complications durent, s'aggravent, on peut arriver progressivement, on entre progressivement dans la dépendance parfois. La dépendance, elle est observée chez les personnes qui ont des complications comme l'amputation, qui ont une complication qui diminue le fonctionnement des organes, la personne qui voit moins bien ou qui est aveugle suite au diabète. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on découvre, puisque notre population elle est vieillissante, comme la population dans le monde entier, et le taux de diabète est de plus en plus important chez la personne de plus de 75 ans.
mais qui a déjà d'autres pathologies. Et c'est ce qui fait qu'il y a une dépendance, en fait, une perte d'autonomie, parce que ce sont déjà des personnes qui ont d'autres complications, en particulier cardiaques, comme l'insuffisance cardiaque, ou qui ont des problèmes de coronaire, ou qui ont des séquelles d'AVC. Donc, souvent, ce sont ces personnes-là qui vont avoir une perte d'autonomie. Fort heureusement, les diabétiques qui ont un équilibre correct du diabète, qui ont un suivi régulier, qui sont indépendants, ils vieillissent bien et ils meurent avec une espérance de vie comparable à celle de quelqu'un de non diabétique. Docteur, dites-nous, rassurez-nous, le diabète, c'est pas une fatalité, on peut aussi prévenir. Fort heureusement, on connaît des facteurs de risque qui prédisposent au diabète. Le surpoids, le risque est multiplié par 2, l'obésité multiplié par 6. Le diabète gestationnel, le diabète chez la femme enceinte, les femmes qui ont eu des gros bébés, plus de 4 kilos. L'hypertension artérielle est un facteur de risque de diabète, le risque est multiplié par 2. L'absence d'activité physique également. Donc tous ces facteurs, vous voyez, on peut agir dessus et éviter chez certaines personnes l'apparition d'un diabète de type 2. Donc on reprend toutes les recommandations qu'on a déjà faites dans 1, 2, 3 santé, manger, bouger et se contrôler régulièrement. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Nous n'en avons pas encore fini avec le diabète pour éviter les complications dont nous avons parlé aujourd'hui. Le prochain numéro de 1, 2, 3 santé sera consacré au suivi et au traitement. Ce sera avec le docteur Félicie Delan. Merci à vous. À la semaine prochaine. Tout de suite, c'est Yemouna que vous retrouvez pour la synthèse. Messieurs et dames, bien bonjour. Aujourd'hui là, nous avons la voix à si diabète. Son maladie, nous connaissons bien ici, pas d'avoir nous tini en lot diabétique en pays Guadeloupe. Là, nous avons parlé de diabète, nous avons parlé d'augmentation à cycle là ensemble nous. Pour bailler la voix si ça aujourd'hui là, José et Malika invité un spécialiste, c'est diabétologue à l'hôpital La Pointe, docteur Vela Youdon. Alors, si expliquez-nous que tu as deux qualités de diabète. Premier là, c'est diabète de type 1. C'est un diabète qui arrive à n'importe quel moment, même si vous petit. Il a commencé brutalement, ou qui constate qu'il a toujours soif, qu'il a toujours envie de pisser et qu'il a maigri et puis ça. Deuxième là, c'est diabète de type 2 ou diabète gras. Li à présent, eh bien, c'est qu'on a rencontré plus souvent en pays là. D'abord pour yon, il pas fait des autres. Ou qui constate parfois le wife font analyse, il a dit comme ça, eh bien qu'il a fait sick. Alors, c'est deux diabètes différents, mais ils ont les mêmes conséquences là, à si corps, à si cerveau, à si rien, à si circulation, à si zia aussi. Des parfois, on peut même venir avec, et même pour ces messieurs-là, eh bien, ça peut empêcher de bander. Alors, pour éviter toutes ces complications-là, ça, eh bien, d'abord, pour il faut commencer par dépister la maladie la grand bonnet, et après, à présent, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Ça veut dire qu'il faut, eh bien, ou bako bon souvent, et il faut avoir aussi une bonne alimentation équilibrée. Et aussi, surtout, il faut rester véatif par rapport à ce diabète-là. Si vous voyez déjà diabétique, à un moment-là, il faut prendre le traitement correctement et surtout, veiller peau, veiller zonga, veiller pied. Nous bout pour aujourd'hui là, semaine prochaine, eh bien nous vous parler de diabète là pour savoir qui j'en yoka traité, qui j'en yoka vivre et puis diabète là. Toujours songer que c'est on celle qu'on nous nie. Alors soit nous prendre précaution et puis rester docteur. À dans notre soleil.